Très heureux de vous retrouver, chers fidèles de l'émission Majuscule Propos. Encore une fois, c'est toujours un plaisir d'être avec vous pour cette émission. Aujourd'hui, nous allons parler de notre région, la région des Grands Lacs, où on retrouve le Rwanda également et d'autres pays voisins, même le Grand Lac de manière un peu élargie également. Il en existe aujourd'hui, telle est la configuration actuelle. Mais nous allons parler du point de vue sécuritaire, la sécurité au niveau de la région. Mais si aujourd'hui on parle des problèmes sérieux, notamment dans la partie est de la RDC, des problèmes de sécurité qui affectent les voisins et qui forcément mettent les voisins de ce pays en alerte par rapport à la sécurité de leur territoire et notamment le cas pour le Rwanda. Aujourd'hui, nous allons examiner justement cette situation qui ne fait que durer depuis plusieurs décennies. On va essayer un peu de voir le regard, la lecture de certaines puissances à l'international par rapport à cette question des puissances qui longtemps déjà été là comme médiateur, longtemps comme partenaire traditionnel, aussi bien pour le Rwanda, mais également pour la majorité des pays de la région des Grands Lacs. On va voir les intérêts inavoués de ces puissances, mais également nous allons voir les nouveaux acteurs qui n'ont pas été là depuis longtemps, mais eux qui également, aujourd'hui, il faut compter avec eux et surtout dans quelle mesure il va falloir compter avec ces nouveaux acteurs, puisque nous ne pouvons pas parler des conflits et surtout leur de voie de sortie de ces conflits si on ne fait pas appel à la diplomatie. Voici pourquoi nous avons invité l'ambassadeur Joseph Mutaboba, ancien représentant du Rwanda à l'ONU, à New York, mais également il a été c'est un connaisseur de la région des Grands Lacs, mais également du continent africain, puisque ayant servi dans différentes capacités, aussi bien au Soudan, mais également en Guinée-Bissau, toujours sous le mandat des Nations Unies. Bienvenue, Monsieur l'ambassadeur Mutaboba. Merci beaucoup, Eddy. Voilà. Et les spectateurs. Voilà. Un plaisir de vous revoir. Je rappelle que vous avez passé un séjour en Europe depuis plusieurs semaines. J'espère que vous êtes revenu en un morceau. Je suis venu en un morceau, merci. Et le temps n'était pas si beau que je le croyais. Avec le changement climatique qui est devenu réel, il n'y a pas de printemps en Europe, parce que j'ai vu. Quand je suis arrivé la première fois, il y a 40 ans, je pouvais jouir de toutes les saisons. Mais cette fois-ci, non, il n'y a plus de printemps. Voilà. En tout cas, vous devez vous rassurer, il y a quelqu'un qui est resté dans la région et qui a suivi au quotidien la situation. Il s'agit de Tite Gatabazi Rutikanga. Il est journaliste et analyste politique, un observateur avisé de la question politique, également de toutes les questions qui sont d'actualité aujourd'hui dans notre région des Grands Lacs. Bienvenue, Tite. Merci beaucoup. Encore un plaisir. Ah, mais il est partagé. Voilà, je dois également rappeler que vous êtes juriste de formation, en plus des autres casquettes que vous portez comme journaliste et analyste politique. À tous les deux, aujourd'hui, nous parlons de la sécurité dans la région des Grands Lacs. Tout à l'heure, je parlais de la région des Grands Lacs qu'on a connue, mais qui, au fil des années, s'est élargie pour certaines questions d'ordre sécuritaire également, qu'il fallait trouver des pistes, des solutions. Monsieur l'ambassadeur, je ne veux pas être pessimiste, mais si je dois être réaliste, depuis plusieurs mois, depuis plusieurs années, la question sécuritaire, est-ce que j'aurais tort si j'ai dit que nous sommes dans l'impasse? Nous sommes vous ne seriez pas tort, vous n'auriez pas tort de le dire, parce que depuis
plus de 20 ans. Là, je suis plus généreux, j'allais dire de 30 ans. Cette région n'a pas connu de paix stable. Mais en même temps, et c'est de façon paradoxale, ceux-là qui devaient chercher la solution à ces problèmes se sont engagés à faire quelque chose. Ça fait plusieurs années, mais malheureusement, aujourd'hui, nous sommes en 2024. Ce qu'on avait décidé en 1994 ou à l'an 2000, rien n'a été fait, malheureusement. Ou alors les gens croient que par le silence ou avec le temps, on risque de se leurrer d'illusions pour dire qu'il y a des solutions. Mais il n'y a pas eu de solution jusqu'à maintenant. Plutôt, il y a ce que j'appelle une paresse intellectuelle, une certaine léthargie dans la recherche de solutions, surtout que les gens ne regardent pas derrière, les gens ne fouillent pas, les gens quand je dis ne fouillent pas, c'est qu'ils ont pris des décisions. Nous nous sommes rencontrés plusieurs fois, à plusieurs. Il y a eu plusieurs recommandations et conclusions, mais c'est devenu de l'histoire oubliée. C'est là où se trouve le problème que nous vivons encore aujourd'hui. Les solutions ont été proposées, mais les actions et la mise en application est toujours attendue. Tite, je vous poserai la même question si nous sommes dans l'impasse, mais l'ambassadeur vient de toucher un mot. Les gens semblent ne pas fouiller ou même fouiner pour comprendre les enjeux en place, pour comprendre les tenants et les aboutissants. Mais l'autre, sans toujours être pessimiste encore, est-ce que c'est par oubli ou par omission? Ce n'est ni l'un ni l'autre. Le monde est régi par des intérêts et le rapport de force. Prenez l'exemple de la MONUSCO. C'est ça, l'échec patent de la communauté internationale en République démocratique du Congo s'appelle la MONUSCO. Prenez les acteurs de la région. Vous avez un lien de causalité entre les deux présidents, acteurs majeurs de la région. Le président de la République démocratique du Congo, Tshisekedi, et le président Ndayishimiye du Burundi. Regardez un peu les ressemblances qu'il y a entre ces deux pays, gangrénés par la corruption, les détournements de fonds publics, le tribalisme, le clientélisme, pour ne pas aller très loin. Ce sont les éléments de la mauvaise gouvernance. Ces éléments se retrouvent à la fois au Congo et au Burundi. Prenez le discours qui habille ces mots qui gangrènent les sociétés. C'est une rhétorique victimaire. Parce que quand on est corrompu, quand on détourne l'argent de l'État, quand on est tribaliste, on pense que c'est toujours la faute à l'autre. Regardez le discours de haine qu'il y a au sommet de l'État en République démocratique du Congo. Et on fait du copier-coller au Burundi. Regardez ce que disent les autorités burundaises au jour d'aujourd'hui. Tous les problèmes que nous avons nous viennent du Rwanda. Il n'y a pas de carburant au Burundi, c'est de la faute du président Kagame. Il n'y a pas de sucre, c'est de la faute du Rwanda. Nous sommes corrompus, c'est le Rwanda qui nous a contaminés. Pendant que le Rwanda, c'est tolérance zéro pour la corruption. Et l'Est du Congo était le ventre mou de la région. Aujourd'hui, vous ajoutez le Burundi. Et donc, plutôt que de se dire, on était sur la voie... Vous voulez dire que c'est ce feu-là qu'on n'a pas su éteindre qui a brûlé chez les voisins, comme on dit Quand vous avez le discours de haine en République démocratique du Congo, qui est institutionnalisé, quand vous légalisez des criminels comme des Wazalendo,
quand vous payez des mercenaires, ce qui est interdit par le droit international, quand vous ciblez une partie de votre population, que vous en faites des étrangers, que vous en faites des infiltrés et que vous livrez à la vindicte populaire, qu'il y a chez le voisin burundais une très forte tendance à épouser cette idéologie. Parce que quand les militaires burundais sont partis en mission pour East African Community, ils disaient au FDLR, nous sommes les mêmes. Mais ça vient du sommet de l'État. Et que quelques temps après, on entende le chef de l'État qui met en cause le Rwanda pour tous ces problèmes que je viens de citer, qui montre qu'il a des muscles. Ça veut dire qu'il ferme les frontières, oubliant qu'il est en train de pénaliser sa propre population, qu'il nargue ses concitoyens. Les prix au marché, ça ne m'intéresse pas. Je ne veux même pas savoir. Moi, j'ai des stocks chez moi. Est-ce qu'un chef de l'État s'exprime de cette façon-là? Vous avez son premier Mais lui, il voulait ministre. servir d'exemple quand même, Tite. Il dit, écoutez, faites comme moi. Moi, j'ai quelques champs quand même. Je pense justement... mais c'est sympa. Hein? Vous puisez dans la caisse de l'État, vous vous achetez des champs que vous faites cultiver par les... Qui d'autre est capable de le faire? Ça n'est pas une acquisition légale. Et que derrière ça, le Premier ministre aille faire un aveu d'impuissance devant l'Assemblée nationale. Le gouvernement n'a pas de solution pour la crise socio-économique aujourd'hui. Le gouvernement n'en a pas. Pour quelqu'un qui a fait le droit public et qui connaît les attributions d'un gouvernement, qui a travaillé au sommet de l'État et qui se dit le gouvernement s'est fait pour réfléchir et trouver des solutions aux problèmes. Il y a des problèmes tous les jours. Mais le gouvernement vous dit, on s'y penche, on a trouvé... Lui, il dit, je n'ai pas de solution pour les problèmes. Circuler, il n'y a rien à voir. Ce qui est très grave, et ce que je disais, il y a de quoi être très inquiet, c'est que dans ces paliers-là, où on a désigné le bouc émissaire, où le pays est au bord de la faillite, si ça n'est pas déjà fait, on assiste comme ça à la recherche des ennemis intérieurs. Quand on ne les trouve pas, on commence à faire des arrestations arbitraires. Le palier qui a été franchi, c'est le message qu'il y a derrière les grenades qui ont éclaté à Bujumbura. Taisez-vous parce que le pays est en guerre. Et demain, on va entendre... Vous voulez dire qu'on veut, l'agression. on sème la terreur pour faire taire le commun des mortels? Pour justifier une agression extérieure. C'est ce que fait Tshisekedi depuis 2-3 ans. Même si le discours n'est pas gobé à l'international, l'opinion intérieure parle, explique, entretient le discours d'agression. Nous, on n'a pas de solution parce que le Rwanda nous a mis à genoux. Ça veut dire qu'on refuse délibérément d'analyser, c'est ce que disait l'ambassadeur, d'analyser les causes réelles des problèmes qu'on a pour s'engager vers des solutions durables. Voilà, des solutions durables, vous avez dit, c'est une situation qui n'a que trop duré, on l'a dit dans l'introduction. Monsieur l'ambassadeur, vous avez parlé de 2 décennies pour être... Généreux. Généreux, voilà, c'est ça le mot même qu'il a utilisé. Mais pendant ces 2 décennies, il y a eu de recherches, de pistes de solutions pour sortir de cette situation qui ne fait que s'envenimer. Tite parle de... Il brosse le tableau actuel, mais quand même, ça, c'est une situation qui s'envenime aujourd'hui, mais qui a des origines depuis 20 ans. C'est vrai,
les pays de la région où on constate cette crise s'accusent mutuellement, mais ces pays ont des partenaires économiques, des partenaires politiques, et certains sont appelés même des partenaires traditionnels qui aident dans la recherche des solutions. Est-ce que, avec tout l'appareil et tous les moyens dont ils disposent aujourd'hui, avec toute la volonté qu'on pense qu'ils aient, est-ce qu'il y a réellement ce vouloir d'aider les partenaires que nous sommes à sortir de cette situation? Écoutez, la situation sécuritaire dans cette région dans laquelle nous habitons, il faut reconnaître une chose et ne pas subir ce que j'appelais la paresse intellectuelle. Quand on regarde dans l'histoire, très proche, je ne veux pas tellement m'attarder sur l'histoire coloniale ou autre, mais il y a 30 ans, quand le génocide contre les Tutsis était perpétré dans ce pays, par les Rwandais, c'est vrai, et arrêté par les Rwandais aussi, cette crise-là, c'est une crise qui était sécuritaire. Ça, c'est un. Socio-politique, socio-économique. C'était une crise généralisée qui peut avoir toutes les façades que vous pouvez lui donner. Dans ce cadre d'insécurité totale, généralisée, il n'y a qu'un seul corps au niveau international qui est supposé s'asseoir, considérer les situations telles qu'elles sont et trouver des solutions. Eh bien, c'est le Conseil de sécurité des Nations Unies. Le Conseil de sécurité des Nations Unies et les Nations Unies elles-mêmes, en tant que secrétariat et autres, ils ont échoué à ce qui concerne la situation sécuritaire au Rwanda en 1994. Avant, pendant et quelque peu après. avec la nuit noire. Oui. Alors, cet échec... N'a servi de leçon? Non. Ben, écoutez, je vais y venir. Mais cet échec a été et reste toujours la source de cette insécurité dans la région. Mais pourquoi? C'est un peu compliqué. Vous rendez les choses un peu compliquées, monsieur l'ambassadeur. Moi, où le commun des mortels se dirait, le Rwanda aurait pu servir de leçon par rapport à l'échec qui a été l'échec consommé par tout le monde. C'est là où je voulais en venir. Et je crois que Mais je vous sens aller dans une autre direction. Non. Ce qui devait servir d'échec a servi à autre chose. On n'a pas tiré les leçons de la Shoah, on n'a pas tiré les leçons de Srebrenica, on n'a pas tiré les leçons au Soudan, on n'a pas tiré les leçons au Rwanda, on n'a pas tiré les leçons de Hiroshima et Nagasaki. On peut dérouler comme ça beaucoup d'échecs et où on avait les moyens de ne pas laisser la situation pourrir jusque-là. Et donc, comprenons si on n'a pas tiré de leçons par rapport à tous ces échecs. Alors, monsieur l'ambassadeur, c'est là où je voulais vous m'avez gentiment interrompu. Vous êtes en train. C'est juste une parenthèse aussi importante que Tite a ouvert. Mais ce que je suis en train de dire, est-ce que nous sommes dans une configuration où la diplomatie a échoué. Vous parlez de la diplomatie, c'est toute la communauté internationale qui a échoué. Donc la diplomatie... Oui, cette communauté internationale liée qui travaille dans le cadre de la diplomatie. Si l'instrument n'est pas utilisé comme il faut, c'est l'échec qui est consommé. Okay. Donc cela, ça s'est passé. Comment comprendre ça, monsieur l'ambassadeur, avec des gens sensés, avec toute la logistique, tous les moyens, argent
ressources humaines. Oui. Comment comprendre ça, monsieur l'ambassadeur? Je ne pourrais pas me l'exprimer, vous l'exprimer tout de suite, parce que vous m'interrompez beaucoup. D'accord, d'accord. Je disais que la non-intervention Au Rwanda. ou la mauvaise intervention, ou tout ce qu'on peut l'appeler, L'indifférence. c'est l'échec total, l'échec nu. Ce n'est habillé de quoi que ce soit. Échec nu. De tous les grands dont tu parles, que ce soit les grands pays, que ce soit les petits et autres, mais le système international a échoué. Partons de là. Si le système international a échoué, et à travers la cellule qui représente cette communauté internationale, là je touche au Conseil de sécurité des Nations Unies, composé de 5 permanents, plus les autres qui sont élus. Les 5 grands frères, entre guillemets. Encore une fois, vous pouvez leur donner... D'accord. Donc, si ce groupe important, qui a les mains déjà serrées, je dois dire, pour accueillir les problèmes et les yeux ouverts pour connaître les problèmes du monde, au lieu de tenir ces problèmes avec les deux mains, ils ont laissé partir, c'était comme de l'eau. Donc, de l'eau, si vous versez de l'eau sur mes mains ici, l'eau va couler. Ça, c'est une image que je donne pour montrer qu'ils n'ont pas pu tenir compte, ils n'ont pas pu profiter de leurs habiletés, de leur richesse, de leur pouvoir politique et de leur pouvoir économique pour pour prévoir, arrêter ou carrément minimiser tout ce qui pouvait arriver. Monsieur l'ambassadeur, c'est depuis 1999, sans vous interrompre, c'est depuis 1999 que ce même Conseil de sécurité a voté une résolution pour mettre en place une force de la MONUC à l'époque, devenue MONUSCO. Est-ce que, monsieur l'ambassadeur, vous êtes encore là à dire qu'il n'y avait pas une volonté de prendre à bras le corps ce problème de la région? Non, vous avez sauté une étape qui est très importante. Vous avez mentionné l'année 99. Il faut d'abord voir un examen introspectif. OK. Dans la même année 99, oui, le secrétaire général des Nations Unies, à ce moment j'étais en New York, donc j'étais dans vous étiez en plein dedans? J'étais de tous les deux pieds dedans. Le secrétaire général a écrit une lettre au Conseil de sécurité pour demander à ce qu'on puisse mettre en place une commission d'enquête libre. L'enquête, plutôt la commission, a été mise en place. Tout le monde a dit c'est une bonne chose. Et pour faire quoi? Pour examiner ces échecs dont j'ai parlé tout à l'heure, le rôle des Nations Unies, le rôle du secrétariat, le rôle du Conseil de sécurité, donc le rôle de tous les décideurs dans cet échec. Donc j'espère que là, vous êtes avec moi. Commission mise en place par les Nations Unies pour examiner le rôle et les échecs des Nations Unies. La commission Brahimi, c'est ça? Non. C'est pas Brahimi? Non, c'est l'ancien Premier ministre de Suède. C'est la commission Carlsson. Okay. Ingovar. Okay. Cette commission a été mise en place. Oui. Elle a fait du bon travail à propos. Ça, je saute plusieurs étapes. Malgré. Ils ont touché du doigt tous les problèmes de communication, d'information incomplète ou déformée, etc., etc. Ils ont touché du doigt le non-équipement des forces, des missions qu'on a mises en place, dont la MINUAR. Et surtout, et là je souligne 100 fois au rouge, et surtout le manque de volonté politique, de pouvoir accepter ce qui se passait au Rwanda et ce qui se passait dans la région pour pouvoir dire nous prenons une décision et c'est le moment de le faire. Ce manque
de volonté politique, couplé avec le manque de moyens adéquats pour la mission. C'est ça qui est à l'origine. Alors, on leur a démontré noir sur blanc. Voilà ce qui s'est passé. On est entré dans leur communication interne. On est entré dans toutes les communications possibles entre la mission et le pays, et différents pays, et entre les pays membres, dont les 5 permanents et les autres. La conclusion, il y a eu 19 recommandations. 19 conclusions et 14 recommandations. Ça, je m'appelle encore bien. C'était le 14 avril 2000. Donc là, j'ai sauté les 6 mois puisqu'il devait fonctionner pendant 6 mois. Donc cette séance de travail, si je vous disais ce qu'a dit chaque ambassadeur de pays, membre du Conseil de sécurité à ce moment-là, vous ne pourrez pas croire à vos oreilles et vous ne pourrez pas croire à vos yeux si vous lisiez ça aujourd'hui. 30 ans après, 26 ans après. Pourquoi? Je peux citer, je peux prendre un ou deux. Oui, s'il vous plaît, c'est pourquoi vous êtes là, monsieur l'ambassadeur. Justement, vous êtes là pour nous aider et éclairer justement l'opinion publique. Oui, donc si vous prenez par exemple la déclaration je vais sauter le président de la commission parce que lui, il était plutôt neutre. Mais le ministre, il était ministre aussi, l'ambassadeur des États-Unis, Richard Holbrooke, Dieu son âme, quand il a pris la parole, c'était après attendez un peu. Quand il a pris la parole, je dis... Oui, j'ai retrouvé ça. C'était après l'ambassadeur de Hollande, etc. Il y avait plusieurs intervenants. Il a dit ceci. Je vais plutôt... Il a d'abord établi clairement qu'au Rwanda, ça je dis au Rwanda, la communauté internationale a échoué. Je peux déjà m'arrêter à cette phrase-là. Le représentant permanent des Nations Unies... 5 ans plus tôt, la communauté internationale a échoué. Yeah. Il parlait de 94. 94. Oui. Maintenant, il le dit, c'est l'ambassadeur des États-Unis, membre du cabinet Clinton à ce moment-là. Il a ajouté des choses très importantes. Les atrocités du Rwanda furent perpétrées par un petit groupe d'assassins utilisant la haine pour préserver leur emprise sur le pouvoir. Ces personnes devraient être tenues responsables et la communauté internationale, en demeurant impassible face à de tels actes, devra partager la responsabilité, disait l'ambassadeur Holbrooke. Il a indiqué en même temps que la prévention d'un autre génocide en Afrique centrale, nous sommes déjà dans la région dont tu parles, était l'un des éléments centraux de la politique des États-Unis dans la région des Grands Lacs et l'un des défis les plus importants pour les Nations Unies. Je dis que je cite seulement celui-là. Ouais. Ce sont les États-Unis. Je peux aller plus loin et chercher ce qu'a dit l'ambassadeur Levitt de France. Ça, c'est documenté. Yes. Ça, ce n'est pas un document que vous avez écrit. Mais Tite, nous sommes en face d'une situation qui n'est pas quand même étrangère ou inconnue. Parce que ce que monsieur l'ambassadeur vient de dire ici, ce sont des documents bien fournis. Ce n'est pas un document qu'il a en exclusivité lui-même. Oui. C'est un document à la portée de qui le veut, surtout les décideurs politiques. Alors, Tite, aujourd'hui, nous sommes 20 ans après. Certains acteurs politiques ne sont pas forcément les mêmes aujourd'hui. D'autres sont encore en place. Est-ce que doit-on dire qu'il y a un manque de culture ou de connaissances historiques? Je parle bien de l'histoire politique de la région aussi, qui peut justifier certains agissements aujourd'hui. Ah, pas du tout. Il vient de le dire, l'ambassadeur. On a tous les éléments, à la fois historiques, politiques, sociologiques et tout ce que vous voulez.
ce matériau, comme on dit, pédagogique est là. Maintenant, la difficulté, c'est cette volonté politique-là d'identifier clairement un problème. Quand vous identifiez le problème, ça veut dire que vous regardez les acteurs qui alimentent ce problème. Ils sont nationaux, d'autres sont des étrangers, et parfois des institutions, et parfois des holdings. Vous identifiez ces acteurs et vous proposez la solution. Je crois que ce qu'on appelle la communauté internationale ou les grandes puissances et les puissances moyennes jouent ou dansent du valse quand il s'agit de résoudre des problèmes cruciaux comme ce qu'on vit ici depuis plus de 30 ans. On ne peut pas... prenons un exemple qui est encore tout frais. Il y a une bombe qui éclate dans le camp des déplacés de Mugunga. Nous sommes à Goma. Ça, c'est l'actualité récente. Voilà, nous sommes à Goma. Un pays aussi puissant que les États-Unis sort un communiqué dans l'heure qui suit en désignant le Rwanda comme auteur de cette bombe ou de ces 3 bombes. En l'espace de cette heure-là, sur les réseaux sociaux, ça pullulait. Les déplacés eux-mêmes. Sur place, à Mugunga. Sur place. Il y en a un qui tient même une bombe qui a éclaté. Et on le prend en photo. Il y a 2 journalistes qui sont présents. Et les personnes sont en train de pleurer. C'est encore tout frais. Et ils disent, c'est les FARDC, ils sont là. On sait où ils sont. Et à côté ici, les mamans qui viennent de tomber, c'est les Wazalendo qui ont tiré sur ces mamans-là. Quand vous avez ces documents précieux qui viennent du camp de Mugunga, et qu'après vous lisez un communiqué du département d'État américain qui désigne comme ça le Rwanda qu'on jette en pâture, vous vous posez quoi comme première question? Quel est l'intérêt de ce communiqué? C'est quoi l'intérêt de ce communiqué? De dévier les responsables sur Mugunga et de désigner le Rwanda. Pourquoi faire? Ça n'est pas la première fois. Tout en étant là-dessus, il y a par exemple le communiqué également de la MONUSCO, oui, qui également ne dit pas forcément la même chose que le communiqué fourni par le département d'État. La MONUSCO sort un communiqué, on va dire, équilibré. Hein, pour peut-être emprunter le vocabulaire des diplomates. Équilibré. Mais la MONUSCO nous dit ceci. Nous invitons le gouvernement congolais à identifier les auteurs et à les traduire en justice. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le gouvernement congolais a autorité sur les acteurs de ces bombardements. Tout est dedans. Donc, tout est dans le communiqué de la MONUSCO. Et voilà, vous avez Médecins sans frontières qui dit que nous avons alerté les autorités congolaises et même ce que vous appelez les partenaires, qu'on éloigne les militaires et les Wazalendo des camps des déplacés. Je reviens à ma question initiale. Que vient faire le Rwanda à Mugunga? Parce que c'est la première puissance mondiale qui désigne le Rwanda. Que vient faire le Rwanda à Mugunga? Est-ce que c'est de l'intérêt de ces victimes-là, depuis 30 ans, qu'on leur dise ou qu'on leur répète ce que Tshisekedi est en train de dire? Vous savez quoi? Les bombes-là viennent de Kigali. Ces gens-là n'y croient pas une seconde. Les intéressés eux-mêmes n'y croient pas une seconde. Ils sont en train de vous dire, nous vivons sous la coupe des FARDC et des Wazalendo.
quand ils ne sont pas en train de massacrer les populations, ils sont en train de les racketter, ou c'est les Ouazalendo et les FARDC qui se rentrent dedans pour une histoire de partage d'argent. Que vient faire le Rwanda à Mugunga? On a vu là-dessus, vous parlez des reporters qui étaient à l'occasion, qui étaient sur place oui. Et qui ont parlé à quelques déplacés qui venaient de vivre cet incident-là. Après, il y a eu toute une polémique là, tout autour de cette vidéo. Et cette vidéo même de ce témoignage a été retirée de la page YouTube oui. de cette boîte-là oui. Qui travaille à Goma. Vous, journaliste que vous êtes, les responsables de cette chaîne ont dit que leur élément avait été biaisé ou je ne sais pas moi quelle magie technologique a été opérée pour corrompre les propos de leurs journalistes. Okay. Et après, ils ont retiré l'élément de leur page YouTube. Tite, journaliste que vous êtes également, vous pouvez lire entre les lignes. Est-ce que ce n'est pas une sorte de pression que ces gens ont subie, par exemple? Je ne veux pas jusque-là. Je peux y arriver. Mais les premiers sentiments sont les plus naturels. Ils prennent les images sur place. Et comme la technologie permet de le faire, ils lâchent les images. C'était du live. Carrément, c'était du live, donc, du direct. La terre entière a accès à ce premier témoignage tout frais. Derrière ça... Parce que jusque-là, on a posé la question. L'opinion publique voulait avoir les images tronquées et les images réelles. Oui. On n'a jamais eu. Oui, après, même si vous faites du cross-checking, c'est difficile parce que la vidéo a déjà été retirée. Mais le plus important pour moi, quand je prends les éléments factuels pour pouvoir me permettre d'analyser et de faire une mise en perspective, c'est ce matériau pédagogique de première main. Il n'y a pas d'intermédiaire entre les deux. Maintenant, après ce que vous dites, depuis Mugunga, quand ils rentrent à leur domicile, combien de fois le téléphone a sonné, et combien de fois le Momo a sonné pour dire, s'il vous plaît, retirez, parce que c'est très embarrassant pour nous. Cette vidéo met d'abord le gouvernement congolais face à ses responsabilités. Et ça se dit depuis 2-3 ans. Je disais que ce n'était pas la première fois que des bombes tombaient à Mugunga. Des bombes sont tombées à Keshero. Des bombes sont tombées au quartier Lac-Vert. Et chaque fois, la population dit, ça, c'est les FARDC. On en a condamné quelques-uns parce que la pression était trop forte. Le carnage à l'église, le 30 août de l'année dernière, à Goma, c'était la garde présidentielle. On n'en parle plus, hein? Il y a des... C'est une page fermée, hein? On n'en parle plus. Ils ont rappelé ça pendant la campagne pour dire aux habitants de Goma, souvenez-vous de vos frères. Bon, les élections sont passées par là, on a vu comment ça s'était passé. Ça n'est pas l'objet de l'émission d'aujourd'hui. Mais je reviens sur la responsabilité. Qui est responsable de l'insécurité à l'est de la République démocratique du Congo? Je crois que c'est ça la question première. Ouais. Il y a pléthore d'acteurs. Mais pensez un peu aux propos de feu Étienne Tshisekedi, qui rappelait qu'historiquement, en 1994, nous n'avons pas fait notre devoir. Nous avons notre part de responsabilité. Parce qu'on a laissé les ex-FAR et les INERAM entrer avec les armes, on ne les a pas désarmés. On les a logés à la lisière de la frontière avec le Rwanda. Et comme il disait, lui, il dit, ils sont retournés faire leurs bêtises au Rwanda. Ouais, avec le Rwanda a pris des dispositions. Son langage direct. Oui. Depuis tout ce temps, comme disait l'ambassadeur, on n'a pas tiré les leçons.
Personne, quand on sort ces communiqués-là, rappelle que les FDLR sont une épine dans le pied de la région. À peine, on évoque ça. MONUSCO et tous les autres là. Personne ne dit qu'il y a une idéologie génocidaire qui s'est répandue à l'est de la République démocratique du Congo et qui est entretenue par des ministres en exercice. Lesquels ministres ont des relais dans les médias quasi officiels. Jamais quelqu'un n'a été appréhendé pour discours de haine en République démocratique. Mais Tite, lorsqu'il s'agit de la guerre, soyons réalistes aujourd'hui. Chaque fois qu'il y a des conflits, on l'a vécu même avec l'Irak, l'Afghanistan, il y a quand même des guerres de propagande, les médias qui accompagnent l'action politique, les discours politiques. Oui. Mais quand même, Tite, vous êtes journaliste. Il y a des propos de certains médias sérieux, internationaux, qu'on ne reconnaît pas aujourd'hui. Des affirmations presque gratuites de certaines situations, des titres, des articles qui vous laissent bouche bée. Oui. Comment comprendre justement? Parce que avec le titre de notre émission, je parlais des intérêts inavoués des puissances. Les puissances, on ne doit pas se cacher, ces médias internationaux aussi, c'est également le fer de lance de certains pouvoirs à l'international. Oui. Qui croire maintenant, finalement, qui croire les politiciens, qui croire les diplomates, qui croire les hommes des médias et les femmes des médias? Qui dit vrai? Il faut se faire son opinion. Moi, j'aime bien la phrase de quelqu'un qui dit avant de croire ce qu'un journal écrit ou dit, regardez qui paye l'encre. Voilà, tout est dedans. Je disais au début, ce monde est régi par des intérêts et le rapport de force. Et les médias n'échappent pas. Ils ont emboîté le pas, c'est fini l'époque du professionnalisme. Oh là là, ça c'est... on peut faire le deuil. Hein? Prenez un titre qui me revient en tête. Le ministre des Finances congolais, Nicolas Kazadi, va à Londres. Et il obtient un titre, le Rwanda vole à la République démocratique du Congo 1 milliard de dollars par an. Hein? Je parie que ce journaliste n'a jamais fait des recoupements de cette information que le ministre lui donne. J'aime beaucoup la réaction de Kofi Olomide. Kofi Olomide dit, face à un journaliste qui l'enquiquine, le ministre dit que le Rwanda nous vole 1 milliard. Ah, Kofi dit oui, acceptons que le Rwanda nous vole 1 milliard. Nous avons un budget de 16 milliards, nous a dit le ministre. Les 15 milliards là, qu'est-ce qu'on en a fait? Ils vont où? Donc, voilà, depuis Londres, on nous dit le Rwanda vole 1 milliard dans le budget du Congo. Et c'est un journal qu'on peut qualifier de journal sérieux. Monsieur l'ambassadeur, très important ce qu'il dit, il nous permet de passer aussi à un autre point. On parle, ce sont les médias qui aujourd'hui reportent certains faits. Nous, hommes et femmes des médias, on se pose la question sur le sérieux qui a été le leur depuis plusieurs années, la source de leurs informations. Les intérêts quand même, vous parlez des beaux discours au niveau des Nations Unies, des commissions qui ont été mises en place. Nous avons échoué au Rwanda. Si on ne fait pas attention, la région risque de s'embraser. Comment faire pour prévenir d'autres génocides? Pourtant, on voit des crimes vraiment très proches du génocide dans l'est du Congo. Aussi dans la province orientale, chez les Hema, dans le nord et le sud Kivu. Mais il ne s'agit pas que de la question sécuritaire, monsieur l'ambassadeur. Les puissances dont je parle dans le titre
c'est également des intérêts économiques. Est-ce que ces intérêts économiques non avoués ne sont pas aussi l'épine, comme le disait Gatabazi, parlait des FDLR, qui sont l'épine pour la région, mais ces intérêts économiques également ne sont pas la cause ou là où on doit aller chercher également la solution, si ce n'est le nez du problème. Ben écoutez, si vous ne le faites pas, alors vous ne serez jamais capable de comprendre même les motifs derrière l'esclavagisme. Ce sont des intérêts économiques. Ah là, donc, vous nous ramenez... Ah, carrément. Au point zéro. Et même, oui, au point zéro. Et même la colonisation. Tout ça, ce sont des intérêts. C'est une suite logique? C'est une suite tout à fait logique. Les stratégies qu'ils ont employées à ce moment-là, pour arriver au même but aujourd'hui, ils ont fait du bon travail pour eux. Pourquoi les changer? Pourquoi changer la formule? Tu comprends? Alors tout ça, c'est beau discours au niveau de la diplomatie. Le beau discours, c'est ça. Je vous ai donné l'exemple de ce que disait mon collègue à ce moment-là. Je n'ai pas ajouté ce qu'il a dit après, décrivant la situation au Congo de 2000, disant que si les groupes armés, qui étaient des groupes armés qui venaient du Rwanda, les FDLR, il est nommé notamment, les groupes du Burundi, les Soudanais, etc. Si ces groupes ne sont pas détruits, ne sont pas désarmés comme il le proposait, il y a un autre génocide qui va naître dans la région. Il a dit. Et monsieur n'avait pas tort lorsqu'on on regarde la situation. Je n'ai pas dit qu'il avait tort, non, il n'avait pas tort. Mais la solution qu'il propose et qu'il proposait, c'est qu'il disait allons dans les accords de Lusaka, voyons ce que nous avons décidé à ce moment-là, les pays de la région et la communauté internationale qui était, il est toujours là, il est présente. Nous avions décidé, si vous vous référez aux accords de Lusaka, vous avez déjà des solutions sur le plat. Le plateau n'a jamais été employé. On ne le regarde pas. Pourquoi? Parce que le plat n'a pas ce qui les intéresse. Donc, puisque vous parlez des intérêts. Donc, si s'il n'y a pas de caviar là-dessus, pour moi, je ne touche pas. S'il n'y a pas de minerais stratégiques sur ce plat, non, je ne veux pas toucher. Il regarde ailleurs. Donc, dissocier les intérêts sociaux, économiques et politiques, ça serait un tort que vous faites à votre exercice de journaliste, je dois dire. Donc vous devez combiner les deux. Et tous les éléments font un. Et vous ajoutez maintenant la force de la presse, comme vous disiez tout à l'heure. Vous habillez une nouvelle, vous habillez un mot qui était négatif, vous l'entourez de très beaux mots, etc. Et vous avez ce que vous cherchez. Ça, c'est connu, c'est la pratique. Qui contrôle les médias? C'est vous? Non. C'est pas moi non plus. Hein. Qui contrôle ces médias? Qui les cite? Qui contrôle Reuters? Ou Agence France Presse? Non. Aussi longtemps que vous recevez, vous êtes le consommateur. Ouais. Donc, vous êtes la source et vous êtes le marché. Les gens viennent parce qu'ils savent que ce qu'ils cherchent se trouve là, en Afrique, et le marché de consommation, c'est en Afrique. L'instrument de vente, de propagande, ce sont les médias. S'ils dominent les médias, s'ils contrôlent les médias, qu'est-ce que vous allez faire? On ne peut rien faire. Ben, on vous dit toujours, allez-y, ben, vous avez France 24, allez-y, Afrique 24. Puisque vous aimez beaucoup copier les modèles. Si vous ne pouvez pas, au moins, créer quelque chose qui peut dire, voici comment on peut donner l'information objective et de façon objective de ce qui se passe en Afrique ou dans le monde ailleurs. Cela, ce n'est pas le cas. C'est pas encore, on n'est pas encore. On vous soudoie ici et là, on vous empêche d'écrire, ou quand vous écrivez, on ne vous entend pas, ou vous donnez des réponses, la réponse ne sort pas.
Bon, le Twitter, ça va encore, c'est très rapide. Quand j'ai vu le message du département d'État, dire que c'est le Rwanda qui a... Je dis, mais ça y est, moi je suis à Londres, monsieur l'ambassadeur, il y a quand même... À Washington, maintenant, on me dit, tchop, et les gens qui sont sur place. Le diplomate que vous êtes, tout à l'heure, je rappelais à titre, le journaliste qu'il est, traditionnellement, il y a une retenue dont on doit faire usage par rapport à certaines questions, certaines informations. Par exemple, une bombe vient d'être larguée quelque part. Vous n'êtes pas expert en balistique, vous n'êtes pas... Quand même, il y a un certain... Il y a des réserves à émettre par rapport à cette situation, mais on ne le voit pas en ce moment avec notamment des discours qui nous viennent de l'Occident. Trop facilement, on affirme les choses. On se dit, y a-t-il un agenda quelque part qu'on veut avancer et pour quel intérêt, pour quel but? L'agenda n'est pas nouveau. C'est un agenda que je vous ai dit, c'est un agenda qui date de très longtemps. Mais pourtant, ce sont eux nos partenaires. Non. Ce sont eux nos partenaires, les partenaires de la région. Ce sont nos partenaires, c'est sûr. Ils restent nos partenaires. Mais si eux dictent les règles de ce partenariat, si ce n'est pas un partenariat gagnant-gagnant, comme dit le fascisme, si ce n'est pas gagnant-gagnant, pourquoi appeler ça partenariat? Ce n'est pas partenariat. Ce n'est pas du tout partenariat. Et cela manque de sens. Et il ne faudrait pas que les gens se taisent tout le temps pour dire Ndiobwana, oui monsieur, yes sir, no. You have to say yes, but. No, but. Oui, je suis d'accord, mais il faut que les gens se disent la vérité. Sinon, on va continuer encore à recycler les mêmes systèmes, les mêmes mensonges, les mêmes exploitations et les mêmes assets pour dire vous avez des problèmes. Nous avons des problèmes. Vous avez des problèmes, nous les connaissons et nous avons les solutions. Vous attendez seulement. Ceci doit changer. L'ordre international est en train de changer, et devrait changer davantage. L'ordre, justement, l'ordre international que vous venez de mentionner, Tite, est-ce qu'on peut imaginer, par exemple, que, parlant des pistes de solutions, on peut également envisager, penser que d'autres acteurs au niveau international peuvent faire leur entrée pour trouver solution à cette crise? La crise de la région. On peut compter, on peut imaginer que d'autres acteurs qui ne sont pas forcément les partenaires traditionnels, sous d'autres cieux, qu'on puisse avoir d'autres acteurs sur la balance pour essayer un peu d'équilibrer les choses. Vous me ramenez à mémoire un rendez-vous manqué. Ils vont passer par quelle voie? Non, mais il y a un rendez-vous manqué. Je crois que le président Tshisekedi avait sollicité le prince du Qatar pour une médiation. C'est Tshisekedi qui a planté le rendez-vous. Donc, oui, d'autres acteurs peuvent peser dans la balance. Nous avons le Rwanda qui est en souffrance suite au manquement et aux tergiversations de Kinshasa. Tundou a dit une chose et son contraire le lendemain. C'est difficile de le suivre. Les FDLR n'existent plus. Et après, nous avons décidé de les neutraliser. Après, nous ne savons plus si c'est eux ou si ce n'est pas eux. Quand la patronne du renseignement américain est de passage à Kinshasa, on interdit tout militaire congolais de faire copain avec les FDLR. Donc, il y a beaucoup de zigzags dans la diplomatie congolaise et je crois que la meilleure volonté du monde, que ce soit à Luanda, que ce soit à Nairobi, que ça vienne de Doha ou de Washington, ce sera très difficile à la fois de maîtriser l'impulsion qu'il y a au sommet de l'État congolais. Parce qu'on n'est pas rationnel. On est très impulsif. On a fait une fixation sur le Rwanda.
justement... On parle du Rwanda qui serait en train de fomenter un génocide sur une communauté voilà. en RDC. Ça, c'est tout récent. Hein, ça, c'est tout récent. Oui. Est-ce que ces accusations-là, Miroir, c'est des accusations... Chaque jour, on se réveille avec du nouveau. La liste, finalement... Tout ça, il y a des gros cabinets qui reçoivent beaucoup de millions de dollars de la part du gouvernement congolais pour leur concocter des éléments de langage. Ça veut dire qu'on peut en produire tous les jours si vous voulez. Parce que la caisse à Kinshasa, elle tourne à plein régime. Mais la difficulté qu'elle a, cette caisse, c'est qu'elle ne pourra pas acheter la vérité. Elle est là pour produire de la diversion. Mais quand elle produit la diversion, on oublie une chose. C'est d'abord contre les Congolais qu'on est en train de jouer. Et les autres viennent après. Hein? Le Rwanda a la sécurité, le Rwanda, les gens mangent à leur faim. Au Rwanda, vous avez les routes qui sont en bon état. Au Rwanda, vous allez suivre le match à Bike Arena ou au stade, vous êtes en sécurité. Ça n'est pas le cas chez ceux qui font de la diversion. Et donc, ils ne servent pas leur population, même si eux, ils engrangent beaucoup d'argent suite à la corruption et aux rétrocommissions. Mais quelle est cette bonne volonté? On en a pour 30 secondes, titre. Voilà, qui viendra canaliser l'irrationalité à Kinshasa et leur dire, les gars, il est temps qu'on s'asseye et qu'on regarde. Elle est où la cause profonde de ce problème avant d'arriver à la solution? En tout cas, c'est une question qu'on va continuer de suivre de près. Comme on le dit, et ça va faire plusieurs décennies. Ce n'est pas aujourd'hui également que nous allons oser dire que ça va finir du jour au lendemain. Mais notre travail en tant que médias, c'est de suivre la question de près et surtout les nouveaux éléments, essayer de voir les ramifications et surtout les intérêts des uns des autres. Mais tout ça, tout ce que nous voulons, c'est une région qui soit paisible, où il fait beau d'y vivre, non seulement pour les ressortissants de ces pays, mais également d'autres personnes venues d'ailleurs. Merci à tous les deux, ambassadeur Joseph Mutaboba, également à Tite Gatabazi Rutikanga, également à Emmanuel et tout le monde au niveau de la régie. Grand merci à vous, l'audience de Majuscule Propos. J'aurai tout le plaisir de vous retrouver très prochainement pour un nouveau numéro. Au revoir.